Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la Cité du Vin. On est ravis de vous accueillir ce soir dans notre événement de la programmation culturelle et d'accueillir les Vendanges du Savoir pour une nouvelle conférence. Donc, je vais laisser dans quelques instants la parole à Stéphanie Lachaud qui va vous présenter l'intervenant de la soirée et la thématique. Mais juste avant, je vais vous présenter un petit peu le programme de la soirée qui va être très simple. On va avoir environ 1 heure de conférence donc sur cette thématique qui est le goût du vin au siècle des Lumières. Derrière, on aura à peu près 20 à 30 minutes de questions-réponses. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous viennent pendant la conférence, de bien les garder au chaud. Vous pourrez les poser en suivant. Et idem pour notre public qui est en direct sur Zoom. N'hésitez pas à nous faire part de toutes vos remarques, qu'elles soient techniques dans un premier temps dans la rubrique Q&R. Et ensuite, dans cette même rubrique, vous pourrez poser vos questions qui seront retranscrites et posées à Philippe Mézy pour qu'il puisse y répondre. Voilà, bon, je vais laisser la parole à Stéphanie Lachaud et je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle conférence et une belle soirée. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à la Cité du Vin, effectivement, qui nous permet d'accueillir ce soir Philippe Mézy dans le cadre du cycle des conférences mensuelles des Vendanges du Savoir, piloté, comme vous le savez, par l'Institut des sciences de la vigne et du vin, l'Université de Bordeaux et l'Université Bordeaux-Montaigne. Alors ce soir, nous avons la chance d'accueillir Philippe Mézy, qui est historien de l'Université Bordeaux-Montaigne, historien moderniste, c'est-à-dire spécialiste des XVIIe, XVIIIe et même ses recherches vont jusqu'au début du XIXe siècle. Il a largement travaillé sur l'alimentation et plus généralement encore ce qu'on pourrait appeler les cultures alimentaires. Et c'est la raison pour laquelle son intervention me semble fort pertinente et très utile pour notre connaissance du vin ce soir. C'est parce que finalement le vin s'inscrit pas seulement ou doit pas seulement être compris comme une boisson bien évidemment, mais plus encore comme un bien de consommation qui s'inscrit dans un ensemble de pratiques alimentaires, de pratiques culturelles, de pratiques sociales également, qui participent à en faire un produit bien sûr distinctif, mais pas seulement. Et le siècle des Lumières, c'est-à-dire le XVIIIe siècle, est une période d'élaboration de pratiques nouvelles et aussi peut-être de goûts nouveaux autour du vin, ce dont il va nous parler aujourd'hui. Donc je vais lui laisser la parole pour une 55 minutes, 1 heure de conférence. Bonne conférence à toutes et à tous. Merci. Merci Stéphanie pour cette présentation. Je suis ravi d'être là ce soir pour vous présenter donc cette conférence sur le goût du vin au siècle des Lumières. Et comme vient de le rappeler Stéphanie, je viens de l'histoire de l'alimentation, mais l'alimentation inclut aussi évidemment les boissons et le vin en premier lieu. Et je voudrais peut-être commencer par rappeler qu'ici, on a une difficulté assez commune, à la fois à l'historien du vin et à l'historien de l'alimentation, c'est qu'il est très difficile de reconstituer les goûts du passé. Les aliments, le vin, sont des biens éphémères. Une fois qu'on les a consommés, ils disparaissent. Et donc, on n'a pas conservé, ou rarement, des aliments du passé ou des vins du passé, même si parfois, au fond des océans, dans des navires qui ont fait naufrage, on va retrouver des bouteilles de vin de Bordeaux, des bouteilles de vin de Champagne du XVIIIe siècle. Eh bien, même ces vins-là, finalement, il est difficile de savoir quel goût ils avaient au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, c'est le goût de vins qui vont avoir 200 ou 300 ans. Donc, à partir du moment où on s'intéresse à cette question du goût, on aborde un objet relativement complexe. Et il m'a semblé que le XVIIIe siècle représentait une époque particulièrement intéressante pour réfléchir sur cette notion de goût. C'est vraiment un terrain propice. Et j'ai mis un premier tableau que vous retrouvez dans l'exposition permanente de Philippe Mercier, le jeune dégustateur, qui est un tableau du début XVIIIe siècle d'un peintre anglais, qui représente à mes yeux assez bien ce qui se passe durant cette période. Si on regarde ce tableau, on y retrouve finalement les ingrédients qui vont faire le goût du vin. On y voit des éléments techniques, que ce soit le tire-bouchon qui est posé devant le jeune garçon, que ce soit la bouteille clissée qu'il tient sous le bras, que ce soit le verre de forme conique qu'on retrouve
assez fréquemment dans la peinture du XVIIIe siècle lorsqu'il s'agit de consommer du vin. On y voit un vin rouge léger, style clairé, tout à fait caractéristique de la production bordelaise. Mais finalement, ce qui va m'intéresser ce soir, c'est finalement son regard, la manière dont il aborde le vin, la manière dont il essaye de l'apprécier, de le juger, de voir sa couleur, éventuellement son odeur. Et donc cette dimension culturelle qui caractérise un petit peu ce tableau à travers le regard du jeune garçon, me semble être quelque chose qu'il convient de prendre en compte à partir du moment où on veut réfléchir sur le choix en matière de vin. Qu'est-ce qui guide au XVIIIe siècle, au siècle des Lumières, les choix en matière de vin? Eh bien, il y a évidemment des fondements techniques que je n'aborderai pas aujourd'hui, mais il y a cette dimension culturelle tout à fait importante. Et au XVIIIe siècle, ce que je voudrais vous montrer ce soir, c'est l'idée que ce rapport au vin, ce rapport culturel, cette valorisation du vin, cette réflexion sur le vin, cette appréciation du vin, à travers la notion de goût, prennent une place tout à fait importante. Et si je prends un autre tableau peut-être moins célèbre du même peintre, Philippe Mercier, intitulé celui-ci Le sens du goût et un petit peu plus tardif, on retrouve nos éléments, la bouteille, le verre, le vin, ici versé. Et ce tableau illustre aussi la notion qui va être associée au goût au XVIIIe siècle, c'est la notion de plaisir. Si vous regardez le corps des différents personnages, on a plutôt des attitudes, on va dire, relâchées. On n'est pas sur des postures figées, bien au contraire. Et on a aussi sur la table un certain nombre de produits, en dehors du vin, qui représentent aussi le plaisir. Des fruits que vous voyez au premier plan, et puis des sorbets que vous voyez au second plan. Et le vin va accompagner ces produits, ces saveurs sucrées qui sont extrêmement recherchées au XVIIIe siècle. Donc l'idée, c'est de réfléchir sur le goût du vin dans un ensemble plus large qui est la culture alimentaire de cette époque, c'est-à-dire de comprendre quelle est la place du vin dans ce système alimentaire, comment s'expliquent les choix en matière de vin. Et la notion de goût, qui est une notion polysémique, est vraiment, je dirais, l'outil utile pour ce type d'approche. Alors, le terme de goût, c'est un terme assez complexe. Je ne veux pas trop m'attarder là-dessus. Je ne veux pas vous lire, évidemment, la citation en entier, mais je vous ai mis ici un extrait du dictionnaire de l'Académie française de 1762 qui fait, je dirais, le point un petit peu sur les différents sens du terme de goût. Le goût, avant tout, c'est un sens, au même titre que l'ouïe, que l'odorat. Et c'est la première définition qui apparaît, que vous retrouvez soulignée notamment dans la première partie de la définition. Mais la notion de goût, c'est aussi connaître les caractéristiques, la saveur d'un aliment ou la saveur d'un vin. Ce n'est pas simplement le sens qui permet d'y accéder, c'est aussi ces caractéristiques-là. Et si vous regardez un petit peu plus loin dans la citation, apparaît aussi la notion de jugement, de discernement. Donc le goût, c'est aussi une appréciation. Être capable d'apprécier quelque chose, être capable de juger quelque chose. Donc vous voyez qu'on a une multitude de sens à ce terme de goût. Et il ne faut pas oublier que jusqu'à la fin du XVIIe siècle, le goût faisait partie des sens qui étaient méprisés, qui renvoyaient à l'animalité. Le goût, au Moyen-Âge, encore à la Renaissance, ça renvoie au péché de gourmandise, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de l'excès. L'excès de consommation de vin, l'excès de boisson, l'excès de nourriture. La gourmandise est synonyme alors de goinfrerie. Avec le XVIIIe siècle, et c'est pour ça qu'on a une période très intéressante lorsqu'on s'intéresse au goût du vin, eh bien, les choses changent. On a une valorisation progressive qui va s'opérer du goût, qui devient un sens de plus en plus valorisé. Auparavant, les sens valorisés, c'était notamment la vue, et ça renvoie à la peinture, et c'était notamment l'ouïe, et ça renvoie à la musique. Le goût, le sens du goût, va gagner une place de plus en plus importante, et cela s'explique au XVIIIe siècle, notamment par la philosophie des Lumières et des auteurs comme Condillac ou Helvétius, qui vont porter l'idée qu'une approche par les sens de la connaissance est possible. C'est-à-dire que le goût, au même titre que les autres sens, permet de mieux connaître les choses. Et ces évolutions-là, on les voit très bien dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, dans l'article goût. Ce n'est qu'un extrait, vous voyez que le goût est considéré comme un sens admirable. Donc vous voyez, on est dans une rupture très importante par rapport aux périodes antérieures dans le sens du goût. Et je vous ai mis une autre partie de l'article goût
où il est dit qu'on a du goût pour la musique et pour la peinture comme pour les ragoûts. Et je pourrais ajouter et pour le vin. Donc vous voyez, on met sur le même plan la cuisine, le vin, la peinture, la musique. Donc on est dans une valorisation culturelle tout à fait nouvelle qui va complètement changer la manière dont les élites sociales vont aborder leur rapport au vin, et c'est quelque chose qui permet de mieux comprendre les choix. Alors l'historien, évidemment, son rôle, c'est d'essayer de replacer tout ceci dans un contexte, de comprendre l'environnement social, culturel, économique qui sous-tend tout cela, en rappelant déjà que le vin, pour une grande partie de la population, est un aliment de nécessité, c'est-à-dire que le vin représente un apport calorique journalier, mais ce n'est pas de ce vin-là commun dont je vais vous parler. Je vais vous parler du vin qui est consommé par les élites. Pourquoi les élites sociales, c'est-à-dire la noblesse, le monde du négoce, les évêques, les grands abbés? Pourquoi ces personnages-là? Parce qu'ils se posent la question du choix. Ils ont le choix de différents vins. Et la question du goût se pose par rapport à cette question du choix possible. Et le rôle de l'historien, c'est d'essayer de comprendre un petit peu les mécanismes du goût. Qu'est-ce qui explique que tel ou tel personnage de premier plan, qui a des moyens d'acheter des vins différents, va choisir ce vin-là et pas un autre? Pourquoi ces vins-là ressortent? Pourquoi d'autres ressortent un petit peu moins? Et le propre de ma démarche, c'est d'essayer de replacer cela dans un paysage un petit peu plus large que celui simplement du vin, en le reliant à d'autres mutations du XVIIIe siècle. Je vous ai parlé des mutations notamment qui vont concerner la notion de gourmandise. Le rapport à l'alimentation, le rapport à la nourriture, le rapport aux boissons évolue. Vous avez aussi des mutations dans l'art culinaire au XVIIIe siècle, avec une valorisation notamment des saveurs sucrées, la recherche de goûts plus naturels. Vous voyez déjà, on parlait de goût plus naturel au XVIIIe siècle. Donc un environnement qui change pour comprendre le goût. Et je vous parlerai aussi évidemment de cette dimension sociale, qui est la capacité à choisir un vin, à déguster un vin. On a tout un art de boire qui se développe et qui devient un outil de distinction sociale. Mais j'y ajouterai aussi, vous le verrez parfois, une dimension politique. On a aussi une dimension politique dans les choix en matière de vin. Donc un large panel pour essayer de comprendre finalement ce qui motive dans le choix du vin, d'essayer de comprendre les fondements multiples de cette question du goût. Alors je débuterai dans un premier temps finalement en essayant de suivre les différents aspects du terme goût que je vous ai présenté tout à l'heure. Je vous l'ai dit, il y a l'aspect quelle est la saveur du vin, il y a la question de finalement pourquoi a-t-on un attrait pour tel ou tel vin, et la question du goût, c'est pourquoi on est attiré, on a un désir, une recherche de plaisir à travers le vin. Je commencerai par ce premier aspect qui est finalement l'idée de rechercher les meilleurs vins. C'est vraiment quelque chose qui s'affirme au cours de la période. On a vraiment une culture partagée à l'échelle européenne qu'on retrouvera aussi bien à Paris, à Stockholm, à Bruxelles qu'à Londres. L'idée est d'obtenir les meilleurs vins et par tous les moyens possibles. Et ça correspond à une période très importante dans l'histoire de la manière dont on boit le vin, qui est une période où s'affirme la figure de l'amateur de vin, du connaisseur, de celui qui est capable d'apprécier le vin. Et on va retrouver cette pratique sociale au sein des élites européennes qui vont partager un petit peu cette caractéristique-là. C'est-à-dire, pour être un aristocrate digne de ce nom au XVIIIe siècle, il faut savoir apprécier le vin. C'est quelque chose qui doit être mis en avant. Donc ce savoir boire est quelque chose de très important qu'on retrouve là aussi dans la peinture. C'est illustré de manière assez nette là aussi par ce fragment d'un tableau extrêmement célèbre, le Déjeuner d'huîtres de Jean-François de Troyes. Ce tableau figurait dans la salle à manger privée de Louis XV à Versailles, avec un autre tableau qui lui faisait face. Et dans ce Déjeuner d'huîtres, vous avez cette idée de l'amateur, de celui qui apprécie. Ici, il apprécie deux choses. Le vin, et vous avez ici du champagne mousseux qui est consommé. Donc ce champagne mousseux qui, au moment de la Régence, dans les années 1715-1720, devient vraiment un vin à la mode, et associé, et c'est une association récurrente, on a un goût là tout à fait manifeste, avec des huîtres qui, elles aussi, renvoient à un produit extrêmement à la mode. Donc on a ces amateurs appartenant à ces milieux sociaux là qui
recherchent finalement le plaisir à travers le goût pour des vins à la mode, pour des produits associés à des produits à la mode. On a véritablement ici ce qu'on va appeler une libération de la gourmandise. C'est-à-dire que la gourmandise n'est plus ce péché condamné par l'Église, même si elle le reste évidemment officiellement, et peu à peu, elle est remplacée par l'idée de bon goût. Faire preuve de bon goût, eh bien, c'est consommer des huîtres, c'est consommer du champagne mousseux, c'est choisir finalement en amateur, en connaisseur, ces produits à la mode. Et vous retrouvez ici toute une série d'objets, comme ces rafraîchissoirs qui servent à rafraîchir les verres et les bouteilles, qui vont accompagner donc, il y a cet usage-là. Donc on a vraiment un raffinement qui se manifeste chez les amateurs, et qu'on retrouve aussi dans les villes de province. Ici, deux natures mortes qui proviennent de l'hôtel de Chevrus à Bordeaux. C'est l'ancien siège du journal Sud-Ouest dans le centre de Bordeaux. Là aussi, des natures mortes qui étaient positionnées dans des salles à manger. Et on retrouve cette association qu'on va retrouver chez beaucoup d'amateurs entre le vin, vous avez différentes bouteilles qui sont représentées, et d'autres produits à la mode. Sur la gauche, vous avez des asperges qui sont représentées. Sur l'autre nature morte, vous avez des fruits, vous avez un sucrier, donc vous avez des pâtisseries. Donc les saveurs sucrées, les asperges qui sont à ce moment-là des légumes extrêmement à la mode, associés au vin. Donc l'idée, c'est que pour l'amateur, on a un ensemble ici qui existe, et l'amateur, c'est celui qui fait preuve de bon goût, qui va choisir ce qu'il faut en termes de vin et d'autres produits. Donc ce signe de raffinement assoit leur prestige social. Je suis un grand personnage parce que je suis capable de choisir. J'ai les capacités de choisir. Et au sein des élites européennes, on va véritablement avoir cette culture partagée. Et il y a quelque chose qui le montre très bien, c'est notamment ce qui va se passer dans les espaces coloniaux du XVIIIe siècle, dans les colonies françaises ou dans les colonies anglaises ou espagnoles. Lorsque des grands personnages comme celui-ci, dit le marquis d'Artiguet, qui est en fait Jean-Baptiste Martin d'Artiguet d'Iron, qui est le directeur de la Compagnie des Indes occidentales. Ce personnage va vivre une partie de sa vie en Louisiane pour ses fonctions. Il va vivre plusieurs années là-bas. Et vous voyez la manière dont il est représenté ? Eh bien, il est représenté comme dans le tableau précédent de Mercier. On retrouve la même chose, la bouteille, le regard, etc. Il se représente comme un amateur. Et dans les espaces coloniaux, où on a ici l'idée véritablement de porter un modèle de civilisation, et ce modèle de civilisation du XVIIIe siècle, du siècle des Lumières, intègre l'idée d'être quelqu'un capable d'apprécier le vin. Et concrètement, en Nouvelle-France, par exemple, à Québec, les administrateurs français qui appartiennent à la noblesse, que ce soit le gouverneur ou l'intendant, eh bien, dans leur livre de compte, on voit apparaître donc à Québec des achats de vins. Ils vont faire venir des vins de Haut-Brion, ils vont faire venir des vins de Navarre, des vins des Canaries, des vins de Frontignan. L'idée étant qu'il faut porter, dans la logique coloniale, un modèle de civilisation. Il s'agit de se démarquer de la population locale qui, elle, ne va pas boire de vin. Donc on est vraiment dans cette idée-là que le bon goût fait partie des attributs des élites sociales du XVIIIe siècle. Et pour ce faire, c'est la deuxième idée, eh bien, ils vont mettre en œuvre tous les moyens pour se procurer les meilleurs vins. Et lorsqu'on regarde les correspondances de grands nobles, ou d'abbés ou d'évêques, très souvent, on va retrouver des lettres sur lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler, qui vont parler du vin, des vins qu'ils veulent, des vins qu'ils veulent acheter, des vendanges. Ils vont s'informer sur les vendanges à venir pour savoir si le vin sera bon. Donc on a vraiment des préoccupations très très fortes et une attention toute particulière au vin. On pourrait multiplier les exemples, j'en prendrai un seul pour rester dans un exemple bordelais. Vous avez ici l'extrait d'une lettre adressée par l'abbé Gaudin au maréchal de Richelieu. Le maréchal de Richelieu, on est en 1774, est un personnage de premier plan qui vit entre Bordeaux et la cour. C'est le maire de Bordeaux, c'est le gouverneur de Bordeaux, et il exerce aussi un rôle important à la cour. On le retrouve aussi dans l'entourage du roi. Et l'abbé Gaudin est son homme de confiance à Bordeaux. Et vous voyez dans cette lettre qu'il évoque l'envoi de bouteilles de vin de Margaux et de vin de Haut-Brion.
dans des bouteilles qui ne sont pas marquées au nom du vin, mais qui sont marquées au nom de son propriétaire. Et vous voyez bien comment la dimension sociale, ici, elle est très forte. Ce qui compte avant tout, c'est qui va être le consommateur. Et là, le consommateur est un personnage de premier plan. Vous voyez bien aussi, à la fin de la citation, lorsqu'il est dit « cette précaution, il ne sera plus possible qu'on puisse changer votre vin », suggère qu'au cours du transport, il y a parfois quelques problèmes qui peuvent surgir et que les vins peuvent être remplacés. Mais une lettre comme celle-là montre toute l'attention du maréchal de Richelieu pour obtenir tel ou tel vin. Vous voyez, ce n'est pas n'importe quel vin, ce sont des vins clairement identifiés qu'il veut obtenir. Cette idée que pour ces grands personnages, faire preuve de bon goût, c'est obtenir les meilleurs vins, ça implique de mobiliser tous les réseaux qui vous entourent, les réseaux sociaux, les réseaux familiaux, les réseaux éventuellement diplomatiques. On va fonctionner énormément de cette manière-là. On va aussi s'appuyer sur des réseaux évidemment commerciaux, des réseaux marchands. Et certains vins vont, les plus prestigieux, ceux qui correspondent justement à ce bon goût, ne vont pas être vendus par des marchands de vin, mais vont être vendus, comme dans l'exemple que vous avez ici, par des marchands épiciers. Ici, c'est l'exemple d'un marchand épicier parisien au XVIIIe siècle, où vous retrouvez des vins de muscat qui sont mentionnés, au milieu d'autres produits qui viennent de loin, comme des oranges de Malte ou du chocolat qui vient d'Italie. La présence de ces vins et le recours à ce type de réseaux commerciaux montre bien qu'on est ici sur des vins de luxe. On a un marché des vins de luxe qui se différencie pour ces vins, notamment ces vins méditerranéens. Mais ils ne recourent pas simplement à des réseaux commerciaux classiques. Ils vont aussi faire appel, pour satisfaire leurs désirs, à des réseaux, par exemple, diplomatiques. Et on a bon nombre d'exemples où on voit, par exemple, l'ambassadeur de Hollande à Paris, qui est sollicité par des aristocrates pour faire venir des vins du Cap, ça veut dire des vins d'Afrique du Sud. Donc on recourt à des intermédiaires diplomatiques. De la même manière, vous avez le chargé d'affaires du roi à Malte, qui est souvent sollicité, que ce soit par l'évêque de Metz, que ce soit par le duc de Choiseul, que ce soit par Madame de Pompadour, pour obtenir des vins de Chypre. Donc on recourt à ces réseaux diplomatiques de la France ou d'autres pays pour se fournir en vin. Et le fait de s'appuyer sur ces réseaux-là vous montre qu'on a une valeur culturelle et sociale très forte du vin, qui guide un petit peu les choix des différents consommateurs. Le dernier indice qui montre cette recherche des vins les meilleurs et ce goût pour des vins de luxe, des vins singuliers, des vins rares ou des vins qui coûtent évidemment cher, eh bien, c'est la constitution de caves et la gestion de caves. Au XVIIIe siècle, apparaissent chez les élites sociales, chez des personnages de premier plan, des caves extrêmement bien constituées avec des livres de caves qui tiennent un inventaire assez précis des vins conservés. Et on va se retrouver avec des caves présentant une grande diversité de vins. Je prendrai cet exemple qui concerne donc le marquis de Brige. On est en 1765, on est dans son hôtel particulier à Versailles. Vous avez un état des vins qui est dressé. Et on a une liste extrêmement détaillée des vins qui va identifier les vins, la plupart d'entre eux avec une provenance, parfois avec un nom de propriétaire, généralement avec les quantités en termes de bouteilles, et des distinctions très nettes où on va distinguer tel ou tel type de vin. C'est la suite de cet inventaire. Vous avez par exemple une rubrique qu'on va retrouver dans d'autres caves, ce sont les vins de liqueur. Donc vous voyez qu'on est dans la logique du collectionneur. C'est vraiment cette logique-là. Ces aristocrates vont avoir des centaines, voire des milliers de bouteilles, et ils vont les ranger par catégorie. Cette catégorie de vins de liqueur, vous voyez, ici mentionne des vins extrêmement variés. Vous avez beaucoup de vins ibériques en particulier. Vous allez avoir des vins de Frontignan dans cette rubrique-là. Vous pouvez retrouver des vins de Tocaille, etc. Donc une grande diversité. Et je dirais qu'ici, on peut tout à fait faire le parallèle avec l'amateur d'art, le collectionneur d'art. Au XVIIIe siècle, on a un développement chez les élites sociales des collections d'objets d'art. On va collectionner des peintures, on peut collectionner des antiquités, des choses comme ça. On a exactement la même chose avec le vin. Et donc vous voyez bien cette idée qu'on s'inscrit dans un mouvement d'ensemble. Le goût pour le vin n'est pas quelque chose qui est isolé, qui se ferait dans un coin, etc., uniquement pour des raisons techniques. Ça s'inscrit véritablement dans des mutations
sociale et culturelle d'importance. Donc on a vraiment des caves extrêmement fournies, extrêmement riches. Et donc la question qu'on peut se poser, et c'est le second point que je voudrais aborder, eh bien, en termes de goût, ils ont un goût pour quel vin? Quels sont les vins qui sont appréciés par ces élites? Est-ce qu'on arrive à voir des tendances qui se dessinent au XVIIIe siècle pour des types de vins, pour des provenances particulières? C'est ce que je voudrais aborder maintenant. Ce qui prévaut, c'est l'idée de diversité. Ça, c'est vraiment une idée fondamentale. C'est l'idée d'un collectionneur. Il veut avoir la plus large diversité possible. Donc, on va retrouver des vins extrêmement diversifiés, parfois de provenance très lointaine. Ici, vous avez un extrait sur la gauche et puis un tableau partiel de la cave de Louis XVI en 1782. Et je vous ai mis cette partie-là. Donc, vous voyez là encore un inventaire, un état de la cave extrêmement précis, extrêmement détaillé. Et vous voyez déjà le nombre de bouteilles. On a des centaines, des milliers de bouteilles dans certains cas, avec des origines très variées, de vins de Tokai, de vins de Madère. Et vous voyez apparaître en haut du tableau des vins de Constance, donc des vins d'Afrique du Sud. Évidemment, pour un personnage comme le roi, mais on retrouverait ça dans d'autres caves aristocratiques, il s'agit d'avoir ce que les autres ne peuvent pas avoir. Donc on fait venir des vins qui viennent de très loin, comme ces vins de Constance. Alors vous allez me dire, là, on est, voilà, c'est le roi, c'est Louis XVI, on est sans doute sur quelque chose d'exceptionnel. Oui, évidemment. Mais si on descend un petit peu dans la hiérarchie, en restant chez les élites, si on prend l'exemple de la cave de l'évêque de Nantes à la fin du XVIIIe siècle, ici représentée sous forme de carte, on est évidemment chez un personnage important qui a des moyens. Vous retrouvez cette diversité et vous retrouvez ces origines extrêmement variées. Là encore, on retrouve des vins de Constance avec des goûts qui sont marqués par son statut. C'est un évêque et donc, par exemple, ici, vous voyez représenter des vins de Saint-Émilion, un rond assez important à Saint-Émilion. Et les vins de Saint-Émilion circulent énormément par le biais de réseaux ecclésiastiques. C'est vraiment chez les ecclésiastiques qu'on retrouve au XVIIIe siècle beaucoup les vins de Saint-Émilion, on les retrouve beaucoup moins dans d'autres milieux sociaux. Donc ça veut dire que là, on a finalement des tendances qui s'affirment sur l'idée de diversité, mais qu'à chaque fois, chaque personnage, finalement, a aussi des caractéristiques un petit peu particulières. Dans l'ensemble, la présence des vins méditerranéens est très marquée. On a énormément de vins méditerranéens, ils sont très appréciés. J'y reviendrai un petit peu en détail, mais c'est une tendance très forte. Donc les vins méditerranéens, ça veut dire des vins ibériques, des vins venus de Grèce, des vins de Chypre, des vins de Frontignan pour la France sont extrêmement présents dans ces caves aristocratiques. Cette diversité, on la retrouve partout en Europe. Donc ça veut dire qu'on a une culture commune. Le Premier ministre anglais, par exemple, le Sir Robert Walpole, dans sa cave, on va retrouver évidemment du Porto, mais on va retrouver des vins de Malaga, on va retrouver des vins de Champagne, des vins du Médoc, des vins du Rhin. On a cette diversité-là. Chez Charles de Lorraine, à Bruxelles, dans les années 1760, c'est la même chose. Vin de Chypre, vin d'Espagne, vin de Tokai, vin de Grave. Donc vous voyez à chaque fois une palette extrêmement variée. Donc des vins qui viennent de loin, qui coûtent cher, évidemment, mais ce qui est intéressant, c'est que leur goût porte aussi sur des vins plus communs, des vins qui sont des vins plus de proximité, si j'ose dire. La cave du duc d'Aiguillon, en 1782, ici est assez intéressante. Alors c'est la cave du duc d'Aiguillon lorsqu'il est en exil, dans son château d'Aiguillon, donc dans le Lot-et-Garonne aujourd'hui. Ici, je vous ai représenté et classé les vins par grand ensemble géographique, pour vous montrer que dans sa cave, on retrouve ce que je viens de dire, je ne m'y attarde pas, des vins de Malaga, etc. Mais vous retrouvez aussi, c'est la première rubrique, des vins du sud-ouest. Des vins de proximité. Vous allez retrouver des vins évidemment du Bordelais, de différentes origines, mais aussi des vins de Cap-Breton, des vins de Jurançon. Donc vous voyez que le goût pour le vin, c'est pas forcément que les vins lointains, il y a aussi un goût pour des vins plus de proximité. Donc on a une variété d'échelles. Donc les choix sont vraiment tout à fait variés et tout à fait multiples. On a des raisons qui tiennent au statut, on a des raisons, comme pour ici le duc d'Aiguillon,
qui tiennent à sa situation géographique, le fait qu'il soit à Aiguillon et donc va s'approvisionner sur des zones et des régions de proximité. Mais dans ces choix et dans l'étude de ces caves ressortent aussi, et c'est peut-être plus surprenant, des raisons qui sont beaucoup plus politiques. Ça veut dire que le goût pour le vin, il est aussi marqué par des choix politiques. Et l'Angleterre en fournit un parfait exemple au XVIIIe siècle. En Angleterre, vous avez une partie de la noblesse rurale, la gentry, qui va consommer des vins de Porto, son goût va porter sur les vins de Porto au XVIIIe siècle. Et ça s'inscrit dans une histoire politique. Pourquoi ? Parce que à la fin du XVIIe siècle, au moment du règne de Louis XIV, vous avez des guerres importantes entre la France et l'Angleterre, et la France et une grande partie de l'Europe. Donc les vins de Bordeaux qui venaient depuis le Moyen-Âge en Angleterre, eh bien, leur arrivée se réduit. Durant ce conflit, les élites anglaises vont donc se reporter vers des vignobles plus au sud, les vignobles de la vallée du Douro, les vignobles de Porto. Ça va être ça à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle. Le goût des élites anglaises va donc se transformer parce qu'ils vont consommer donc, ces vins de Porto qui sont des vins mutés, qui sont beaucoup plus forts. Et donc, ensuite, on va avoir un goût qui est patiné, si j'ose dire, par cet épisode-là. À partir du moment où les relations reprennent entre les deux pays, entre la France et l'Angleterre, eh bien, le goût a changé de ces élites anglaises. Et ce qui est intéressant, seule une petite partie des élites anglaises, au sommet de l'aristocratie, cette noblesse comme le duc de Newcastle ou le comte d'Abermel, on voit dans leur cave une présence importante de vins français. Ces vins français, pour eux, ça a un sens politique de consommer des vins français. Leur goût pour les vins français, ce n'est pas simplement une histoire gustative, c'est une histoire politique. En buvant des vins français, ils affirment leur attrait, si j'ose dire, pour un modèle politique qui est celui de la monarchie absolue, et non pas le modèle de la monarchie parlementaire. Et ils vont être critiqués par le reste de la noblesse, qui va les accuser d'un raffinement excessif, que les vins de Bordeaux sont trop raffinés, trop fins, et que finalement, et c'est une expression qu'on retrouve dans les sources au XVIIIe siècle en Angleterre, que le Porto est un vin pour les hommes, et les vins de Bordeaux ne sont qu'un vin pour les garçons. Donc il y a un choix patriotique presque qui se fait. Et donc le goût, on pourrait penser que c'est quelque chose d'inné, qui est juste une histoire de saveur, etc. Non, là, dans ce cas-là, on voit bien les enjeux politiques. Et ce qui est intéressant pour l'Angleterre, c'est qu'on a la même chose en termes de cuisine. Une grande partie des élites anglaises vont rejeter la cuisine française, trop de sauce, trop raffinée, trop délicate. Et vont défendre une cuisine anglaise plus roborative, plus simple, par opposition au goût français. Donc on a ici des enjeux qui sont politiques et qui viennent marquer les goûts pour le vin. Donc diversité, vous le voyez, des vins qui sont choisis, mais on a quand même des tendances qui émergent au cours de la période. En particulier, et ça c'est vraiment un changement, un goût pour les vins vieux. Le goût pour les vins vieux, il existait durant l'Antiquité. Et puis au Moyen-Âge, au début de l'époque moderne à la Renaissance, c'est un goût qui recule parce qu'on buvait essentiellement des vins de l'année qui venaient d'être récoltés, voire de 2 ans. Au XVIIIe siècle, on va avoir de plus en plus de vins vieux qui vont être consommés, notamment parce qu'il y a des progrès techniques en termes de vinification, hein, je laisse ça de côté aujourd'hui, et puis surtout parce que vous avez le développement de la bouteille en verre, qui devient moins chère, plus résistante, et donc ces caves que je vous ai montrées, comme celle du duc d'Aiguillon, vous le voyez, eh bien, contiennent bon nombre de vins en bouteille, non plus simplement en barrique, mais en bouteille. Donc le goût pour le vin va aller vers des vins de plus en plus vieux qui peuvent avoir 10 ans, 15 ans, 20 ans. Cette idée de conservation nourrit l'idée du collectionneur. C'est-à-dire qu'on va gérer sa cave. On va garder les vins. On va essayer de faire bonifier les vins. Alors on connaît évidemment toutes ces histoires de ce qu'on appelle à Bordeaux les vins retour des îles. C'est-à-dire ces bouteilles de vin qui avaient fait l'aller-retour avec les Amériques, qui étaient restées dans les cales des bateaux, et au retour, on les considérait comme meilleurs. Eh bien, c'est dans cette logique-là qu'on va voir apparaître des caves avec des millésimes clairement identifiés. Et ici, vous avez la cave de l'évêque de Limoges, donc là aussi un personnage de premier plan. Et c'est une cave tout à fait exceptionnelle, non pas par son contenu qui correspond à ce que je viens de vous décrire, mais par la précision des millésimes et des annotations qui ont été marquées par la personne qui a dressé l'inventaire de cette cave. Vous avez des mentions comme bon, vous avez des mentions comme... alors
attendez, je ne le vois pas, comme médiocre, doux, etc., gâté. Donc, et vous voyez que si vous mettez en rapport avec la date, ce n'est pas forcément ceux qui sont gâtés qui sont les plus anciens. Et vous en avez qui sont considérés comme bons et qui sont plus vieux. Et puis surtout, vous avez une mention qui est tout à fait intéressante et qui montre qu'on est dans un goût pour le vin vieux et dans un nouveau rapport au vin. C'est la notation que vous avez dans la colonne de droite, à attendre. Il y a marqué à attendre pour un vin qui est de 1772. Donc on est en 1786. Donc on a cette idée de vieillissement qui fait bonifier le vin, et c'est une mutation tout à fait importante qui apparaît. Donc ça, c'est une tendance très forte. Autre tendance, eh bien évidemment, c'est des phénomènes de mode. Des phénomènes de mode. Le succès du champagne mousseux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce champagne mousseux qui incarne l'idée de légèreté, l'idée d'hédonisme, l'idée de liberté, tout à fait caractéristique de la pensée des Lumières. Et au XVIIIe siècle, si vous relisez les mémoires de Casanova, le champagne, il est présent partout. Il incarne cette légèreté tout à fait caractéristique du XVIIIe siècle. Et dans ces phénomènes de mode, le rôle de l'historien, c'est d'essayer peut-être de décrypter ce qui conduit à ce type de goût. J'ai eu l'occasion de travailler sur les vins doux. C'est une caractéristique qu'on retrouve énormément au XVIIIe siècle. Beaucoup de vins sont qualifiés de vins doux. Cette notion de douceur, elle est très, très intéressante et elle montre finalement un attrait pour ces saveurs douces, pour ces saveurs sucrées, qui va être incarné par des vins comme les vins de Chypre, les vins de Malaga, les vins de Tokai, les vins de Frontunian, les différents muscats. Alors ça s'inscrit ce goût s'inscrit dans la durée. On retrouve ça déjà à la Renaissance ou au Moyen-Âge, en raison de motifs médicaux. On considère, dans les théories médicales du XVIIIe siècle encore, que ces vins-là sont des vins chauds, qu'ils réchauffent le corps et que donc ils facilitent la digestion. Donc ils sont valorisés à ce titre-là en premier lieu. Mais au XVIIIe siècle, c'est aussi dans un contexte de valorisation des saveurs sucrées qu'on voyait tout à l'heure à travers les fruits ou qu'on voyait à travers les pâtisseries tout à l'heure. Et on a vraiment cette valorisation du doux. Mais ce qui me semble intéressant, c'est de voir que si le doux est valorisé toujours avec ces vins méditerranéens que je viens de citer, on a dans les années 1770-1780 une évolution qui apparaît. Donc ces vins doux, c'est ces vins de liqueur que j'évoquais tout à l'heure sur la cave. On va avoir un discours qui évolue. Ces vins de liqueur, voilà ceux que vous voyez cités dans ce dictionnaire du citoyen, qui est en fait un dictionnaire de commerce, sont toujours très prisés. Mais si vous regardez la fin de la citation, on voit bien qu'on commence à les considérer avec un regard un petit peu plus critique, comme étant quelque chose qui échauffe un petit peu trop l'essence, comme des vins un peu trop puissants. Et cette mutation-là, ce jugement qui évolue, donc on est bien dans une histoire de goût, ce jugement qui évolue, qu'on va retrouver de plus en plus nettement dans les années 1770-1780, correspond au moment où vont émerger de manière très nette des vins doux, mais des vins doux d'une nature différente. Ça va être notamment le cas des vins de Sauternes. Des vins de Sauternes, des vins de Barsac, qui vont être très valorisés dans les années 1770-1780, qu'on va retrouver à ce moment-là dans les caves d'aristocrates parisiens, qu'on va retrouver aussi à Bruxelles ou à Saint-Pétersbourg. Et cette valorisation des vins de Sauternes, elle montre une mutation qui me semble intéressante. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, le sucre, venu des Antilles, se diffuse plus largement dans la société. Dans une ville comme Bordeaux, dans les catégories d'artisans, etc., on peut acheter du sucre. Donc ça veut dire que la saveur sucrée, elle devient accessible, elle devient un goût beaucoup plus partagé socialement. Et donc pour les aristocrates, il va falloir trouver une autre manière de se distinguer. Et on est dans un moment où la cuisine valorise le naturel, je vous en ai parlé tout à l'heure. Or, ces vins de Sauternes, par exemple, vont incarner, aux yeux des consommateurs de l'époque et des amateurs, vont incarner ce goût du naturel, d'une autre forme de sucre, de saveur douce, mais différente des vins méditerranéens. Et qu'est-ce qui le prouve assez bien ? Eh bien, c'est notamment ce que fait la ville de Bordeaux. La ville de Bordeaux, la Jurade de Bordeaux, au début du XVIIIe siècle, lorsqu'elle offre des vins à des personnages importants, un ambassadeur, une princesse qui passe, dans les années 1720,
on va lui offrir des vins des Canaries, par exemple. Donc on porte toujours ce goût pour les vins méditerranéens. Dans les années 1780, ce sont des vins de Sauternes que la ville fait envoyer par son chargé d'affaires à Paris pour essayer d'obtenir la faveur des personnages puissants, une sorte de lobbying si vous voulez. Et dans les correspondances qui ont été conservées entre ce chargé d'affaires et la ville de Bordeaux, il est bien précisé qu'il faut envoyer ces vins de Sauternes parce qu'ils vont satisfaire au goût des personnages à la cour. Donc on a ici un goût qui s'affirme et qui montre un petit peu les mécanismes de transformation. Et ces vins de Sauternes, ils vont être présents dans les caves des élites à Dijon, on va les retrouver servis aussi à Toulouse par les capitouls. Donc c'est vraiment une mode qui se manifeste à ce moment-là et qui témoigne de cette évolution un petit peu qui s'opère. Donc vous voyez, la question du choix, du goût, de l'attrait pour tel ou tel vin, elle répond à des ressorts multiples. Mais on peut se poser la question, pour terminer dans un dernier temps, je dirais la question la plus délicate, celle de la saveur de ces vins. Quel goût avaient ces vins? Comment étaient-ils bu? Est-ce qu'on a moyen, en tant qu'historien, travaillant sur ces périodes un petit peu éloignées, est-ce qu'on a moyen de comprendre un petit peu le goût de ces vins? Alors plus que le goût en termes de caractéristiques, ce sont les appréciations sur les vins qu'on va pouvoir saisir. Et ces appréciations, il faut les comprendre dans un système alimentaire. C'est le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est que ces manières de boire du XVIIIe siècle, elles s'inscrivent dans des usages qui déterminent la manière dont on boit le vin. On a notamment la pratique à ce moment-là d'un service qui fait que jusqu'au début du XVIIIe siècle encore, ni les bouteilles ni les verres n'étaient disposés sur les tables. Et vous avez encore à la fin du XVIIIe siècle, ici c'est un voyageur russe, Denis Fonficine, qui est un auteur de pièces de théâtre russes qui voyage en France en 1777-1778. Il est dans la région de Montpellier, il est reçu par des nobles du Languedoc, et voilà la manière dont il décrit le déroulé du repas. Donc un repas d'environ 70 couverts, et il évoque cette manière donc de servir qui fait que jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, on a ces pratiques qui perdurent, où il faut faire appel à un domestique qui va, sur un buffet, aller chercher la bouteille de vin, qui va vous amener le vin sur un plateau, le verre, il va vous servir, et ça veut dire qu'un verre va servir pour plusieurs convives. Donc ça veut dire qu'il vous le présente et que vous devez le boire en une fois et qu'après il repart pour servir quelqu'un d'autre éventuellement. Donc le rapport au vin, vous voyez, était conditionné par ces usages de service qui perdurent encore mais qui sont en train d'évoluer. Et on a en effet ici un changement qui s'opère en France comme ailleurs, puisque je vous parle véritablement de phénomènes européens. Ici, c'est l'extrait d'un ouvrage sur la Pologne et sur les mœurs des magnats polonais, c'est-à-dire de la noblesse polonaise. Vous voyez, l'auteur, Józef Kitowicz, distingue deux périodes, c'est-à-dire la période d'avant où on partageait le verre, et on voit bien que maintenant, là, ça commence, en termes d'hygiène en particulier, à poser des problèmes. On est au XVIIIe siècle. Et il montre cette mutation où, peu à peu, les bouteilles, les verres, vont être posés devant chaque convive. Et là, vous comprenez bien que la manière de déguster le vin, elle change. Là, vous n'êtes plus obligé de boire d'une traite. Le verre, il est devant vous, vous pouvez vous servir. Vous pouvez boire gorgée par gorgée. C'est totalement différent. On a vraiment une modification très importante qui va s'accompagner d'une diversification des objets liés à la consommation du vin, les rafraîchissoirs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Boire des vins frais, c'est extrêmement prisé parce que tout simplement, obtenir des glaçons à Bordeaux au XVIIIe siècle, c'est quelque chose qui relève du luxe. Donc être capable de faire rafraîchir son verre dans un gobelet contenant de la glace au XVIIIe siècle, c'est vraiment quelque chose qui est un signe de distinction. On va voir apparaître également, toute fin du XVIIIe siècle, des verres qui commencent à se spécialiser, des verres à vin d'entremets, des verres à vin de liqueur qui commencent à voir le jour. Donc on a ces évolutions-là qui sont tout à fait intéressantes. La deuxième évolution, qui permet de comprendre un petit peu la saveur du vin, c'est l'enrichissement du vocabulaire par rapport au goût du vin. On a jusqu'alors, jusqu'au XVIIIe siècle, énormément de vocabulaire, de qualificatifs qui vont décrire les défauts du vin, ce qui ne va pas. Trop sec, trop râpeux,
etc. Là, on a un élargissement du vocabulaire qui se fait jour, et le développement du goût pour le vin s'accompagne d'un enrichissement des manières de décrire. Et ici, vous avez un voyageur bordelais qui est un avocat bordelais qui se rend donc en Béarn et en Labour en 1765 et qui, avec les personnes qu'il rencontre dans cette région, va développer des comparaisons autour des vins. Et vous voyez ici la description des vins de Grave, des vins du Médoc qui ont plus de parfum, de sève, de moelle, les vins de Carbonieux, de Céron, de Barsac, etc., qui sont évoqués. On a ici un vocabulaire qui s'enrichit. Thomas Jefferson, par exemple, évoque le muscat de Frontignan qu'il apprécie beaucoup avec un goût de pois. On a des voyageurs qui évoquent le léger arôme de truffe des vins de Jurançon. Donc cet enrichissement du vocabulaire témoigne d'un rapport de plus en plus complexe au vin qui apparaît à ce moment-là. Et on a, par exemple ici, cet ambassadeur de Saxe-Pologne qui vous décrit les vins de Tokaï avec grande précision, vous donnant des indications. Voilà, ce sont des vins secs et violents. Il distingue un certain nombre d'entre eux et il parle de l'essence. Et aujourd'hui, il existe dans le vignoble de Tokaï, dans la gradation des vins hongrois de Tokaï, vous avez l'Essentia, qui aujourd'hui sont des vins avec 450 grammes de sucre par litre et qui sont conservés 3 ans minimum. Vous voyez, ici, on est déjà dans ces distinctions qui se font jour avec voilà, à la fois l'aspect de la couleur, l'aspect du goût, avec une petite pointe d'aromate, vous voyez, qu'il évoque. Cet enrichissement du vocabulaire témoigne qu'on est passé à autre chose dans le rapport, dans le rapport au vin. C'est quelque chose d'assez significatif. Et évidemment, ça s'accompagne de hiérarchies qu'on retrouve dans les dictionnaires de commerce. Vous voyez, parmi les vins de France, ceux de Bourgogne et de Champagne tiennent le premier rang. Donc on a des ensembles, on va dire, régionaux. Et à l'intérieur, le Clos de Vougeot et le Chambertin sont des vins d'un goût distingué. On retrouve cette notion de goût avec beaucoup de réputation. Et ce qui m'intéresse, c'est ce que vous avez à la fin. Au reste, on est obligé de reconnaître que ces deux sortes de vins, quoique d'une qualité supérieure, doivent en partie leur prix à la fantaisie du riche consommateur. On voit bien que c'est du côté de la demande, on voit bien que c'est du côté des connaisseurs, on voit bien que c'est du côté des amateurs qu'en partie les hiérarchies se fondent, se distinguent au XVIIIe siècle, et que ces vins, ce sont des vins qui sont dits des vins de qualité. Si ce sont des vins au sommet de la hiérarchie, c'est parce qu'ils sont consommés par des personnages de premier rang. Et on a une imprégnation finalement du statut du consommateur et de celui du vin. Et pour aller un petit peu plus loin dans ces réflexions sur les qualificatifs, ce sera mon dernier point, bien, on peut essayer d'aborder la question très, très délicate de quel pouvait être le goût de ces vins. Est-ce qu'on peut reconstituer le goût de ces vins? Est-ce qu'on peut voir des associations avec des mets, par exemple, avec des aliments? C'est extrêmement difficile, en particulier parce qu'au XVIIIe siècle encore, on est dans le cadre, notamment pour l'association avec les mets, du service à la française. Le service à la française implique que, à chaque service, les entrées, les entremets, les rôts, le dessert, etc., tous les plats sont disposés en même temps sur la table. Donc ça veut dire concrètement que chacun choisit du plat qu'il veut ou des plats qu'il veut. Concrètement, chaque convive ne mange pas en même temps la même chose. Donc l'association entre les mets et les vins est très difficile à faire dans le cadre de ces repas, et on ne peut pas voir ces associations de saveurs entre le goût du vin, la saveur des aliments. C'est extrêmement difficile. On peut la saisir en revanche lorsqu'on n'est pas dans le cadre d'un repas, lorsqu'on est par exemple dans le cadre de collation. Et ça, c'est un usage très répandu au XVIIIe siècle. Là, ça représente la famille de monsieur et madame de Bourgogne. Donc on est dans les milieux de la cour. Et ici, on a une association au moment d'une collation tout à fait caractéristique qui va associer des vins, donc ces fameux vins doux, ces vins de liqueur, style Malaga, Chypre ou Frontignan, qui vont être associés ici avec des saveurs sucrées. Et il est d'usage, par exemple, de tremper des gaufrettes dans ces vins doux. Donc il y a une association sucré-sucré. On est vraiment dans cette logique-là, mais là, on n'est pas dans le cadre d'un repas. On retrouve aussi, le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, l'association champagne, vin, les huîtres, pardon, et le champagne sont une association tout à fait récurrente. Donc on a parfois ce type d'association-là, mais c'est extrêmement difficile à saisir. Quant au goût du vin,
eh bien, au-delà de ces associations, on a des annotations qui sont récurrentes. Et on va voir apparaître, par exemple, à propos du Sauterne, très souvent, au XVIIIe siècle, on va caractériser les vins de Sauterne comme ayant un goût de pierre à fusil. Donc goût de pierre à fusil, hein, c'est comme de silex qu'on frotte. Donc c'est quelque chose qui renvoie plutôt à la minéralité des vins blancs. Aujourd'hui, on va l'employer pour caractériser des vins comme les vins de Chablis, par exemple. Donc ça vous montre que le goût du Sauterne, ce Sauterne du XVIIIe siècle, il n'a rien à voir avec le goût des Sauternes d'aujourd'hui, avec des taux de sucre qui évidemment ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc on retrouve ce type d'annotation, mais c'est extrêmement rare. Donc finalement, l'historien, là-dessus, il ne peut pas rentrer dans la bouteille. Il ne peut pas rentrer dans la bouteille du XVIIIe siècle. Il ne peut faire que sur le discours autour du vin, les appréciations autour du vin. Donc au final, ce goût du vin au siècle des Lumières me semble faire apparaître l'idée de liberté de choix, qui devient quelque chose de tout à fait caractéristique, parce qu'on a une amélioration des réseaux de transport, parce qu'on a une diversification des productions de vin, bien évidemment, mais aussi parce qu'il y a cette recherche d'une gamme élargie de vins par des consommateurs qui sont des amateurs. Et donc, ça va aller des vins de champagne mousseux jusqu'aux vins méditerranéens, en passant par des vins rouges plus tanniques de Bordeaux. Il n'y a pas de normes à ce moment-là dans la définition des vins, ni dans l'association entre les mets et le vin. On est vraiment dans un univers finalement de liberté aussi, où le plaisir prévaut chez ces élites, dans la consommation de vin, que ce s'agisse de vin de dessert, de vin d'entremets. On est vraiment dans un univers gustatif où la liberté prévaut. Avec le XIXe siècle, si on avance un peu dans le temps, on va rentrer dans un cadre un peu plus précis. Tout simplement parce que le service à la française va être remplacé par ce qu'on appelle le service à la russe, c'est-à-dire ce qu'on connaît nous aujourd'hui, c'est-à-dire une entrée, un plat, etc., qui se succèdent. Et à partir de ce moment-là, chaque convive mange en même temps la même chose. Et donc, on va pouvoir avoir une association entre les mets et les vins qui devient de plus en plus nette. Et l'approche du goût va s'entourer de prétentions scientifiques, notamment avec des auteurs gastronomes comme Brillat-Savarin et sa physiologie du goût. On voit alors apparaître, et je vous mets ici un extrait, des ouvrages comme celui de Joubert sur les manières de servir et de soigner les vins, où là, on va avoir des associations, tel vin à tel moment, avec tel ou tel plat. Et vous retrouvez, par exemple, le Sauterne consommé avec les huîtres, qui est une association qu'on voit déjà au XVIIIe siècle, qui vous montre là encore, qui suggère que les associations de saveurs ne sont pas les mêmes, mais surtout que les vins ne sont pas évidemment les mêmes. Donc on va entrer au XIXe siècle dans quelque chose qui est de plus en plus normé, y compris dans une dimension genrée. Regardez la fin de la citation, où finalement, les vins sucrés, on est au XIXe siècle, comme les vins de Tokai, de Rivesaltes, etc., en gros, c'est des vins pour les femmes. On est dans cette logique-là, qui n'était pas celle du XVIIIe siècle. Donc on normalise beaucoup plus les choses. Mais la dimension sociale que j'ai essayé de vous montrer, elle reste toujours très très forte. Le goût du vin, c'est la capacité à discerner ce qu'est un bon vin, à dire ce qu'est un bon vin. Au XVIIIe siècle, la philosophie, chez Kant, porte l'idée qu'on a la faculté de juger à partir de ses sens pour dire ce qui est beau. Mais c'est aussi dire ce qui est bon en termes de vin. Et les élites sociales portent cette idée qu'eux seuls ont la capacité à porter ce jugement avec justesse. On est dans cette idée-là, qui ne disparaît pas au XIXe siècle. Alors au XIXe siècle, ce seront toujours les élites sociales, ce seront de plus en plus les experts aussi qui vont porter ce discours-là, mais il reste très présent, y compris dans une ville comme Bordeaux, et je terminerai là-dessus, sur cette citation de Stendhal, qui est à Bordeaux au printemps 1838, reçu par les négociants, dans des milieux de négociants bordelais, et il écrit « Ce n'est pas une petite chose que de connaître les vins de Bordeaux. J'aime cet art ». Donc on voit bien que la dégustation du vin est devenue un art, parce qu'il n'admet pas d'hypocrisie. On vous présente une bouteille de vin. Non seulement il faut nommer son cru, donc on diversifie les vins par leur origine, mais encore indiquer l'année, le millésime, où il a été récolté. Si l'on se trompe 2 fois de suite, on vous ferme la bouche. On voit bien que la dimension sociale de distinction fonctionne toujours, y compris dans les années 1830 à Bordeaux. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette très belle conférence.
On va passer aux questions-réponses. Donc j'ai un micro un peu particulier dans les mains qui va vous permettre de poser des questions. Vous pouvez vous le transmettre sans danger parce qu'il ne blesse pas. Voilà, juste faites attention aux caméras si vous devez faire une passe à proximité, de ne pas les envoyer dessus. Mais voilà, donc il faudra juste bien parler proche du micro. Et pour toutes les personnes qui sont sur Zoom, comme je l'ai annoncé en début de conférence, on va retranscrire toutes les questions à Stéphanie Lachaud qui les posera ensuite à Philippe Mézy. Merci. Qui souhaite poser une question en premier? Monsieur, vous êtes prêt? Oui, merci monsieur. Une question simple, semble-t-il. Donc au XVIIIe siècle, qu'est-ce qu'on consommait le plus comme couleur? Est-ce que c'était le rouge? Alors dans les consommations de ces élites sociales, on a à la fois du rouge et du blanc. Il n'y a pas de prédominance de l'un ou de l'autre. On a quand même beaucoup de vins qui sont, vous avez vu, on a des vins de Tokai, on a des vins méditerranéens. Le rouge va être beaucoup plus présent sur les vins communs, parce que là, ce qui ressort, c'est le vin en bouteille, mais les vins non identifiés géographiquement, qui vont être conservés en barrique, vont être très souvent des vins rouges légers. Pour le reste de la population, le peuple, les paysans, ça va dépendre. Mais on a une consommation qui peut être de vin blanc, qui reste très présent dans les cabarets, dans les auberges, c'est souvent du vin blanc. Et après, la consommation de vin rouge, c'est des vins rouges extrêmement légers qu'on retrouve. Mais il n'y a pas de prédominance de l'un ou de l'autre. C'est plutôt varié et équilibré. Bonsoir, moi je voulais savoir si dans vos recherches vous aviez trouvé des documents qui pourraient témoigner d'un goût pour le vin mais féminin, des correspondances où la place de la femme, j'imagine, était différente et ce que vous avez retrouvé c'est rédigé par des hommes. Alors oui, la difficulté c'est de sortir de ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire des choses écrites par les hommes parlant du goût des vins. Alors dans les correspondances aristocratiques, des femmes peuvent évoquer leur goût pour le vin. Pour ma part, je n'ai pas travaillé ou identifié ce type de source, mais j'ai travaillé par exemple sur des livres de comptes alimentaires de quelqu'un qui est Marie-Joséphine de Galateau, qui appartenait à la noblesse parlementaire bordelaise. On est à Bordeaux dans les années 1760. Et justement, je me suis posé la question de savoir s'il y avait, à travers ces achats alimentaires ou de boissons, quelque chose qui me semblait différent de ce que j'avais pu voir chez des hommes. Rien ne ressortait de très net. Par exemple, on pourrait avoir l'idée que, alors je ne vous réponds pas sur le vin, je vous réponds sur autre chose, mais c'est pour vous expliquer les difficultés de source. On pourrait se dire, est-ce qu'il va y avoir plus de confiserie, par exemple, ou de pâtisserie? Non, pas plus que chez un homme de l'aristocratie de milieu équivalent. Donc la question, effectivement, il faudrait que ce soit la parole féminine qui puisse s'exprimer. Dans des correspondances, je pense que c'est possible d'en trouver, mais les annotations sur le vin étant souvent quand même très rares, si en plus vous ajoutez que les correspondances féminines sont moins nombreuses, vous réduisez la possibilité, mais c'est possible, je pense. Alors, en Zoom, j'ai une question qui porte sur le vin rosé, pour savoir si c'est un type de vin qui existait ou pas. Donc ça, c'est peut-être une question première. Et ensuite, moi, j'en avais une autre pour rebondir et laisser peut-être à la salle le temps d'en avoir davantage qui émergent. Tu as parlé, par exemple, du duc d'Aiguillon qui avait dans sa cave pas mal de vins du sud-ouest. Donc, peut-être l'idée qu'il y aurait des goûts régionaux ou des cultures, on va dire, alimentaires et de dégustation de type régional. Là, c'est assez logique. On est en sud-ouest. Est-ce que dans les régions où on produit peu, où il n'y a ou du moins pas trop de vin, on a quand même cet approvisionnement de proximité, ou est-ce qu'on élargit beaucoup plus? Voilà. Est-ce que tu peux approfondir peut-être cet aspect approvisionnement qui n'est pas tout à fait anodin, parce que ça a un coût quand même encore beaucoup au XVIIIe siècle de faire venir du vin d'ailleurs? Alors pour le vin rosé, hein, vous l'avez peut-être vu dans un des inventaires de cave, il y a la mention de vin rosé. Je crois que même c'est des vins rosés de Margaux qui sont mentionnés. En fait, c'est des vins rouges légers. C'est pas des rosés sur le plan technique tels qu'on les connaît aujourd'hui. Si on trouve dans les sources du XVIIIe siècle des mentions effectivement de vins rosés, c'est vraiment
le vin rouge extrêmement clair, extrêmement léger. Pour l'approvisionnement de proximité dans des zones qui ne seraient moins marquées par la présence de la vigne, si on regarde ce qui se passe à Bruxelles, dans les élites, on a toujours un approvisionnement de vin commun qui va être un approvisionnement de proximité, tout simplement parce que c'est des volumes qui vont être plus importants, donc, et une valeur moindre. Donc le rapport coût-transport, ce que tu évoques par rapport à la distance, évidemment, fait qu'on va s'approvisionner en vin commun. En revanche, dans la plupart des caves que j'ai pu étudier un petit peu à plusieurs endroits en Europe ou en France, on a quand même pour les élites, finalement, la question du coût ne se pose pas sur les autres vins, et donc ils ne vont pas hésiter à faire venir des vins de loin, de toute façon. Merci. Ma question est, on a vu des vins du monde entier, et moi ce qui m'a un peu surpris, on a vu très peu de vins italiens. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Alors, les produits italiens circulent, mais les vins italiens, vous avez les vins de Sicile qui vont circuler, les vins de Calabre, etc. Les vins de la péninsule au sens strict sont beaucoup moins présents, sans doute consommés très largement par des élites italiennes, notamment religieuses, les prélats. Et je pense aussi très fortement parce que sur le marché international, les produits italiens qui circulent sont plutôt des salaisons, sont plutôt des fromages qui, eux, prennent une place très, 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 très importante à l'échelle européenne. Donc finalement, les vins italiens ne sont pas vraiment à la mode. Par contre, le jambon de Parme, le parmigiano ou le chocolat de Florence sont très, 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 très à la mode. Et donc, je pense que ça laisse moins de place et finalement moins d'intérêt pour la commercialisation. Mais sinon, ces vins sont évidemment produits et consommés. Alors j'ai trois autres questions. Alors bon, une qui fait à peu près suite à celle que vous venez de poser, monsieur. La question finalement des vins un peu particuliers. On dirait peut-être aujourd'hui vin de niche, je ne sais pas. En tout cas, voilà, il est demandé si ça préfigurerait une sorte de mondialisation du commerce du vin. Enfin, peut-être quel regard poses-tu sur cette question? Et ensuite, une autre question qui va un petit peu au-delà de ton propos, c'est par rapport à la question du modèle, à savoir si la Révolution française, avec l'émergence d'une élite un peu plus bourgeoise et la rupture avec le modèle aristocratique, s'est traduit par de nouvelles pratiques de consommation, ou si, au contraire, on a eu un mimétisme par rapport au modèle des Lumières. Alors sur la circulation des vins et la mondialisation, les amphores de l'Antiquité grecque, les amphores grecs de vins grecs qu'on va retrouver un petit peu partout sur le bassin méditerranéen montrent déjà la force des échanges. Donc je dirais qu'au XVIIIe siècle, et à partir du XVIIe siècle, notamment avec le développement de la marine et des capacités de transport, on a des quantités vraiment très très importantes de vins qui circulent. Et pour vous donner juste peut-être, sans vouloir vous abreuver de chiffres, mais un ordre d'idée, il faut penser que dans le port de Danzig, donc sur la Baltique au XVIIIe siècle, on a à peu près 80% des vins qui arrivent sont des vins français. À Amsterdam, on est à 90% de vins français qui arrivent. Donc on est vraiment dans des échanges très très importants durant cette période. Par contre, la question des vins singuliers est vraiment, sans parler de vins de niche, mais je parlerai plutôt de vins singuliers, émerge au XVIIIe siècle avec cette idée qu'on a des vins aux caractéristiques qui s'affirment. Puisque justement, on a des consommateurs qui sont des consommateurs avisés, ou en tout cas qui se considèrent comme tels. On va avoir une diversité de vins avec des caractéristiques différentes pour répondre à des besoins différents. Et donc on a des vins effectivement qui techniquement aussi répondent à des pratiques différentes, des vins mutés, des vins de paillage, etc., des vins très très différents. Mais on a l'idée que voilà, chaque vin est différent, porté par la notion de cru ou la notion de clos en Bourgogne par exemple, montre cette idée-là. On a une individualisation qui s'opère de manière de plus en plus nette. Et tu avais Oui, la question après du modèle social, en fait. Oui, est-ce que la Révolution change ça ou en fait est-ce une continuité des pratiques avec une bourgeoisie qui copie ce qui s'est fait précédemment? Alors, c'est là aussi un parallèle qui peut être fait avec la cuisine. Je reviens à l'alimentation. Dans les deux cas, ça marche de la même manière. Les élites émergentes vont vouloir copier l'aristocratie
Et vous avez un auteur assez célèbre qui est Grimaud de la Reynière, qui écrit au début du 19e siècle un almanach des gourmands. Grimaud de la Reynière incarne l'Ancien Régime, le monde d'avant la Révolution. Et dans l'almanach des gourmands, il explique, que ce soit pour les aliments ou pour le vin, je vais vous expliquer la manière dont il faut choisir, à qui il faut s'adresser, chez qui il faut se fournir. Vous ne savez pas bien faire, vous êtes des élites émergentes, je vais vous expliquer comment il faut faire. Donc on a cette idée effectivement de vouloir reprendre ce modèle-là et on va retrouver des comportements assez similaires. Par contre, il y a quelque chose qui change, c'est une institution comme le restaurant qui émerge à la suite de la Révolution française, qui prend une ampleur assez importante. On a des caves de restaurants qui existent, montre ici cette idée que la diversité, elle devient accessible à une plus grande partie, au moins dans les villes, de la population. Vous n'êtes plus obligé d'avoir une cave avec centaines de vins pour pouvoir choisir. Vous allez au restaurant, le restaurant, lui, va avoir une cave avec 100 vins, vous pouvez choisir. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui change, mais on a, comme dans beaucoup de domaines, une continuité finalement assez forte, au moins jusqu'au milieu du 19e siècle. Oui, donc ce n'est pas la révolution qui fait changer les choses, mais plutôt l'arrivée de nouvelles formes de consommation dans des espaces dédiés. On a une autre question, s'il vous plaît, oui. Bonsoir. Le vin était-il bu à l'époque pur ou coupé, puisque je crois que c'était aussi il y a eu un changement là-dessus. Alors, ça va dépendre du vin. Les vins que je vous ai présentés, comme les vins de liqueur, ont la caractéristique d'être bu purs, ceux-là. C'est les plus forts, pourtant, mais ils sont bu purs parce que, justement, ils ont ce côté réchauffant. Par contre, ils sont bu en moindre quantité. Je vous ai montré tout à l'heure le duc d'Aiguillon. Pour le duc d'Aiguillon, lors d'un repas, on va sortir une dizaine de bouteilles de vin classique, si j'ose dire, et on va prendre simplement 1 à 2 bouteilles de vin de liqueur. Donc les quantités sont moins importantes. Donc là, on est, et les sources l'attestent, on est sur la consommation de vin sans ajout d'eau. Le vin de champagne mousseux aussi rentre dans cette catégorie-là. Donc les vins singuliers, si j'ose dire, sont consommés de cette manière-là. En revanche, pour des vins plus classiques, on a effectivement, on va mettre de l'eau ou pas. C'est-à-dire qu'on est dans une logique toujours médicale. C'est-à-dire certains individus vont mettre de l'eau, les sources le montrent, on le voit dans des correspondances, parce qu'ils sont dans telle ou telle situation de santé, et parfois leur médecin va leur dire attention, il faut que vous preniez du vin pur, justement parce que le vin, notamment le vin rouge, est censé être transformé en sang, donc surtout ne mettez pas d'eau. Vous êtes malade, il faut le boire pur. J'ai l'exemple d'un régime de santé d'un médecin landais c'était quelqu'un qui était atteint de crise d'épilepsie en quelque sorte, et son médecin lui disait surtout mangez des alouettes et buvez du vin pur sans eau, ça va vous fortifier. Donc ça veut dire que c'est variable en réalité. Et alors du coup, par rapport à cette question de la consommation du vin, on a une question ici, enfin 2 d'ailleurs, mais bon, une sur le titrage en degrés des vins, parce que effectivement les consommations, parfois quand on les envisage en termes de litres par habitant, peuvent nous effrayer un peu. Donc ça, c'est un aspect qui peut-être doit être souligné. Et l'autre question portait dans cette pratique de consommation sur la texture. Est-ce qu'on a des informations un petit peu sur ça? Est-ce que ça fait la qualité ou pas? Donc voilà, est-ce que le degré d'alcool fait la qualité? Est-ce que la texture est commentée comme élément définissant la qualité? Alors sur la question du degré alcoolique, on est au XVIIIe siècle. Donc de toute façon, on ne mesure pas, on n'est pas en capacité de mesurer le degré alcoolique. Après, les historiens qui ont travaillé depuis longtemps sur ces questions estiment que pour la plupart des vins, on est plutôt à 7 degrés. Rares sont les vins à dépasser les 10 degrés, ce qui va être le cas notamment des vins méditerranéens, mais on est sur des degrés extrêmement faibles. Après, sur la deuxième question... Sur la texture, oui. Sur la texture, très clairement, le goût, au XVIIIe siècle, dans les descriptions qu'on a, eh bien, le goût, finalement, la langue qu'on utilise pour le goût a aussi une approche par le toucher. Et on va avoir effectivement des descriptions dans des correspondances de marchands ou dans des correspondances de consommateurs aristocrates qui vont évoquer la texture du vin. Un vin épais, un vin doux, mais au sens de la douceur du vin. On a ces annotations-là. Le goût a un prolongement tactile, si j'ose dire, à travers la langue.
Oui, merci pour la conférence, c'était intéressant. Et j'ai une question concernant les relations internationales et les cadeaux diplomatiques. Est-ce qu'il va y avoir des préférences, régionales au niveau du vin? Et si oui, est-ce que les régions vont être préférées pour un pays en particulier ou des distinctions comme ça, des caractéristiques? Voilà, merci. L'idée d'un cadeau, que ce soit un cadeau diplomatique ou un cadeau dans un autre cadre, c'est avant tout de satisfaire le goût du destinataire. Donc on a des sources, notamment dans les archives du ministère des Affaires étrangères, qui évoquent des présents diplomatiques l'idée qu'il faut choisir tel ou tel vin pour satisfaire aux attentes. J'ai en tête l'exemple de l'abbé Dubois, personnage assez célèbre, donc au moment de la Régence, si vous avez vu le film de Bertrand Tavernier, Que la fête commence, c'est le personnage incarné par Jean Rochefort. L'abbé Dubois est envoyé en mission diplomatique en Angleterre au moment de la Régence pour faire un rapprochement tenter un rapprochement entre l'Angleterre et la France. Et il va réclamer au régent qu'on lui envoie des vins de Bordeaux en particulier et des vins de Bourgogne pour offrir à des ministres anglais. Et son idée est de se dire, c'est des vins qu'ils vont apprécier. On est dans cette logique-là. Donc finalement, c'est pas tant l'idée dans les cadeaux diplomatiques, de chercher à valoriser telle ou telle région ou tel vignoble de la part de l'expéditeur. C'est plus essayer de trouver ce qui va le mieux marcher. Et vous avez aussi, j'ai en tête un autre exemple de correspondance d'un ambassadeur c'est Frédéric II qui veut envoyer des vins en France, au roi, et qui va demander à l'ambassadeur français en Prusse, est-ce que des vins de Tokai plairaient au roi? Et la réponse de l'ambassadeur est oui, bien évidemment, et donc il lui envoie ces vins-là. Donc c'est avant tout essayer de bien coller. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais c'est plutôt cette idée-là, donc ce qui est l'attente de celui qui reçoit le cadeau. Bonsoir. Est-ce que les cépages ont changé depuis ce temps, en particulier avec le phylloxéra et tout ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une évolution? Alors on a une diversité bien plus grande des cépages dans les différents vignobles. On va retrouver énormément de cépages. Il y a des études en cours actuellement sur justement l'ampélographie et reconstituer tous ces cépages. Donc cette diversité, elle prévaut, même si on va avoir des cépages qui vont peu à peu s'affirmer, mais on a une diversité bien plus forte. Et de toute façon, comme on est avant le phylloxéra, on n'est évidemment pas sur des porte-greffes. On est sur des cépages endémiques qui sont présents. Alors cette question, elle est intéressante parce qu'elle permet de peut-être en poser une dernière, en tout cas pour celle qui était sur Zoom. Tu as montré à plusieurs reprises finalement ce qu'était aussi un cheminement historique à travers une question qui peut sembler simple, mais à laquelle il est compliqué d'apporter des réponses par des choses, par des preuves en fait fournies par la documentation historique. Et finalement, quand on voit des noms comme Sauternes ou Chambertin, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et du coup, ça fait écho à une question qui est posée là, c'est-à-dire la consommation de Sauternes avec les huîtres. Est-ce qu'on est sur du Sauterne doux? Est-ce qu'on est sur du liquoreux? Est-ce qu'on est sur du sec? Est-ce que tu as les moyens, par la documentation archivistique, d'affirmer quelque chose à ce sujet? Alors sur l'exemple du Sauterne qui accompagne les huîtres, évidemment, il est totalement impossible de reconstituer ce qui était, comme je vous l'ai dit, le goût au sens de saveur et caractéristiques intrinsèques du vin. En revanche, les annotations récurrentes qui évoquent le goût de pierre à fusil nous positionnent sur l'idée qu'on serait sur un vin beaucoup moins sucré, donc beaucoup moins proche d'un vin liquoreux, d'un Sauterne tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais le travail de l'historien, il est dicté par les sources qu'il a à sa disposition. Donc on est assez limité à ce niveau-là. Donc ce ne sont que des suppositions que l'on peut faire. Mais en tout cas, les annotations, qui sont les commentaires, j'insiste là-dessus, qui sont les appréciations, révèlent en tout cas cette différence avec les vins d'aujourd'hui. Oui, de toute façon, il y a sans doute plusieurs systèmes, on va dire, ou du moins une complexité du système productif dans les espaces viticoles qui va bien au-delà de ce qu'on connaît aujourd'hui dans le cadre des appellations. C'est-à-dire qu'il faut
à mon avis, pas envisager le terme sauterne exactement comme aujourd'hui, avec un produit un peu type, mais plutôt comme un ensemble productif au sein duquel on va avoir une dominante de vin blanc et ensuite des pratiques productives qui peuvent être assez variables en fonction soit de l'exploitation qui produit, soit même au sein d'une exploitation avec plusieurs niveaux qualitatifs. Il y a une forme aussi, on va dire peut-être d'intelligence économique à varier un certain nombre de produits. Oui, tout à fait. Il n'y a pas du tout de normalisation derrière ces dénominations, qui sont des dénominations qui ne s'appuient sur rien d'un point de vue légal. C'est très important de le préciser. Oui. Et par exemple, quand vous voyez des mentions de vin de champagne, voilà, le vin de champagne au XVIIIe siècle, si vous n'avez pas de précision, ça peut être, parce que ça reste encore une production très largement majoritaire, des vins de champagne rouges, des vins tranquilles. Ce n'est pas des vins de champagne mousseux dans bon nombre de cas. Oui, c'est ça. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, je pense qu'on peut remercier encore une fois Philippe Mézy d'être venu nous présenter cette conférence. Effectivement, merci beaucoup pour cette belle conférence et pour toutes ces réponses à ces nombreuses questions. Merci à vous, j'espère que la conférence vous a plu. On vous a mis... c'est parti. Mais la prochaine conférence sera le 2 avril sur la thématique du phylloxéra. Et ça sera présenté par Nathalie Ola, qui est aussi membre de l'ISEV. Donc on a tous les détails sur le site de la Cité du Vin et sur le site des Vendanges du Savoir également. Merci encore, très belle soirée, rentrez bien et je vous dis à très vite, à très bientôt sur la programmation culturelle. Merci beaucoup.